De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle tous les vendredis. Et en ce 26 janvier, je vous propose pour une dernière fois de revenir sur ce CES 2018 que vous avez pu suivre quasiment en direct sur 01net TV et dans De quoi je me mêle, bien sûr. Prendre le temps maintenant de revenir sur les fondamentaux de ce CES 2018 avec Olivier Ezrati, que je suis ravi d'accueillir. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier qui est un spécialiste des nouvelles technologies et qui chaque année pond, c'est le cas de le dire, C'est un peu ça, oui. un rapport complet, très précis sur le CES. Et bien évidemment, on a droit à cette édition 2018. Combien de pages, combien 400. d'heures de travail? Olivier, tu arrives à analyser tout ça? Eh ben, je travaille toute l'année en fait. Je commence à peu près au moment de Barcelone pour préparer le rapport du CS. Parce que je suis l'actualité toute l'année et je concentre le travail entre novembre, décembre et janvier. Et là, cette année, il fera 400 pages. C'est à peu près la même taille que l'année dernière. En tout cas, si vous êtes un passionné de nouvelles technologies, c'est vraiment un rapport à survoler, d'autant qu'il existe un petit résumé aussi. Si vous n'avez pas envie de vous faire les 400 pages, vous avez... J'ai même le résumé en une page. Voilà, le résumé en une page. Il suffit d'aller sur ton site. Oui, tout à c'est fait. OEZRA de TY. Après, tout est expliqué. Olivier Ezrati, même sur Google, ça marche. Opinion libre même. Opinion libre. Tu tapes même. opinion libre au pluriel, tu tombes chez moi. Alors, on va jeter un œil. Alors, on ne va pas, évidemment... survoler toutes les grandes tendances de ce CES, mais quelques-unes qu'on a sélectionnées pour vous. Et on va commencer par ça, quelque chose d'assez nouveau. Alors même si l'année dernière, on avait eu ces fameux un exemplaire de ce drone de transport de personnes autonomes, ça c'est vraiment passionnant. Et on a l'impression que petit à petit, ça s'installe. Bah oui, le drone auquel tu fais allusion, c'est le E-Hang que j'avais vu, je crois, il y a 2 ans, en prototype. Alors, il a volé depuis, mais sans passagers. Et là, on en avait 2 nouveaux qui apparaissaient. Le volocoptère, qui était présenté même dans le keynote d'Intel et qui volait sur scène dans le théâtre du Monte-Carlo pendant la présentation du patron d'Intel. Et un autre qui s'appelle... Ça va, ça marche. Il n'y a pas eu de bugs, ça a bien marché. Ils ont eu d'autres bugs. Il y a eu d'autres bugs sur le salon, mais celui-là, ça avait fonctionné. Enfin, en même temps, il volait à 2 mètres de hauteur et dans un filet ultra protégé. Par contre, quand on va sur Internet et qu'on cherche son historique de vol, c'est un drone qui a déjà volé. Alors, il a même volé avec le patron d'Intel comme passager dans un hangar de manière extrêmement contrôlée. Et puis, il y en avait un autre qui s'appelle le Surfly, qui était un autre drone aussi, une sorte d'hélicoptère multipale, et qui était exposé en statique à l'extérieur sur le salon. Et donc, c'est assez marrant de voir ça. Alors, il se trouve que le volocoptère qui a été développé avec le concours d'Intel, qui fournit un peu la carte mère et la partie informatique de l'hélico, il est expérimenté à Dubaï et il devrait pouvoir devenir une forme de taxi, de New Wave pour Dubaï, où il y a de la place, j'imagine, pour le faire décoller et atterrir sans qu'il y ait trop d'embouteillage. Ça fait rêver, ce truc-là. C'est marrant, oui. Enfin, moi, je rêve pas trop parce que je me dis, j'attends de voir la partie sécurité. Alors, je crois que le volocoptère, il a un parachute. C'est vrai ? Bah oui, il y a un parachute prévu au cas où il se crame, quoi. Donc, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien voir la vidéo du parachute et voir comment les gens ils arrivent sur Terre. Mais c'est vrai parce que tu le sais aussi bien que moi, ça fait quoi? Ça fait des dizaines d'années qu'on rêve de la voiture volante. Depuis que je suis né, c'est voilà, sûr. Oui. Avec Fantomas et tout ça. Oui. Mais bon, ça n'a jamais décollé, c'est le cas de le dire. Et est-ce que ça va régler les problèmes? Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec la combinaison du drone qui commence à être assez fiable et la brique autonomie, parce que ça ne sera pas des pilotes qui conduiront ces trucs-là, ce sera des robots. C'est fait pour être autonome, oui. Voilà. Est-ce que c'est la combinaison des deux qui fera que peut-être dans 20 ans ou 30 ans, on aura ça dans les airs? J'ai l'impression, un peu comme l'hélicoptère aujourd'hui, que ça restera un transport un peu élitiste. C'est comme quand tu vas à Monaco et que tu arrives à l'aéroport de Nice, tu prends l'hélico. Mais sinon, tu fais Cannes, Monaco. C'est classe. Sinon, tu le fais en voiture, en taxi. Oui, mais là, il y a un pilote. Oui, dans ce cas-là, il y a un pilote. Mais en gros, ce sont quand même des systèmes assez coûteux. Je crois que le volocoptère est prévu à 200 ou 300 000 dollars ou euros. Il faut bien voir qu'il consomme beaucoup d'énergie. Il se trouve que c'est sur des batteries électriques, mais sa durée de vol, je crois, est limitée à 20 ou 30 minutes maximum. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très démocratique. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que ça commence à Dubaï, en expérimentation. Oui, c'est vrai, par ailleurs, la capacité de transit dans une ville occupée, je ne sais pas, comme Paris ou New York, est très limitée. On ne peut pas imaginer des milliers d'engins comme ça à voler pour des raisons simples de contrôle du ciel. Donc je pense que ça restera cantonné à des endroits où il y a la densité en habitants ou en voyageurs est relativement limitée. Ça restera probablement un outil de riche. Ça restera encore un fantasme pendant quelques années. Pas forcément un fantasme technologique, mais probablement pour des raisons économiques, quelque chose de limité. Et puis le volocoptère, moi, il m'intrigue un petit peu parce que il a beau avoir fait un tabac au CES dans sa présentation, il n'est pas très efficace du point de vue du vol. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 8 pales concentriques, donc par bloc de 2, mais
mais il n'a pas de propulsion arrière. Ce qui fait qu'il est obligé de se pencher en avant, comme un hélico, mais il n'a pas de turbine qui crée de la poussée comme dans un hélico. Donc en fait, il n'est pas très efficace du point de vue énergétique, je pense, par rapport à d'autres solutions, notamment un avion qui a été conçu par des Allemands qui ont gagné plusieurs concours en Europe, qui s'appelle Lilium. C'est un avion avec des hélices électriques aussi, mais c'est un avion en géométrie variable. Il décolle avec les hélices tournées vers le bas, et après il se convertit avec une aile, et donc là il a une portance, et les hélices poussent vers l'avant. Donc là, ça devient des réacteurs finalement. Les hélices. Et donc les hélices ont une capacité à faire voler l'avion avec une meilleure efficacité énergétique. Il y a Airbus aussi qui travaille sur un projet. Il y a Airbus qui travaille aussi sur un projet expérimental. Donc quand on observe tous ces différents hélicos, il faut quand même regarder dans le détail. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Bon, écoutez, c'est pas demain qu'on aura notre propre hélicoptère qui nous emmènera d'un point A à un point B. Puis bon, moi j'aimerais pas être le premier ou les premiers qui vont tester ce type de truc. C'est comme quand on teste un drone jouet, ça marche. Mais sauf qu'on est dedans. Ça marche, oui, on est c'est pas la même chose, quoi. Oui. Alors bon, ça, on est moins dans le domaine du fantasme, et ça c'est l'une des grosses tendances aussi de ce CES, mais depuis plusieurs années, c'est la voiture autonome, connectée. Et alors là, c'est vraiment, on part tous azimuts, tous les constructeurs investissent le CES de Las Vegas, les plus connus, mais aussi des startups qui viennent avec des prototypes de véhicules connectés et autonomes. Cette année, il y en avait une qui marquait le coup, c'était une boîte qui s'appelle Byton, qui est un petit peu mystérieuse au premier abord, et c'est une start-up un peu d'un nouveau genre. On va considérer que c'est une start-up internationale, cosmopolite. À savoir que c'est une start-up qui est financée par des capitaux chinois, d'ailleurs dont l'usine de production sera à Nanjing en Chine. Voilà, pour tous ceux qui ont la vidéo, on voit le véhicule. Mais dont les concepteurs sont des Allemands, qui sont des anciens de BMW, qui ont travaillé pour certains chez Tesla et ailleurs. Et par ailleurs, et ça c'est moins connu, le designer est un Français. Oui, c'est la presse française l'a pas relevé pendant le CES. Il se trouve que j'ai obtenu l'info en discutant avec des gens de cette boîte. Et en fait, le designer s'appelle Benoît Jacob. C'est aussi un ancien de BMW qui a rejoint l'équipe de cette start-up en juillet dernier et qui a conçu, je crois, la i8 chez BM. Donc voilà, on a un projet international. Et en plus, il y a des Américains qui ont rejoint l'équipe et qui sont plutôt des Américains avec la culture de la Silicon Valley. Donc on a un mélange de au moins 4 pays dans ce projet. Ça le rend assez intéressant. On se rappelle de la Faraday. C'était comment elle s'appelait la Faraday Il y a eu deux modèles. Il y a eu un modèle de voiture de course il y a 2 ans, un modèle de voiture berline classique il y a 1 an. Et cette boîte a été financée par les fondateurs de l'Eco, qui fait par ailleurs de l'Internet aux États-Unis, en Chine, qui par ailleurs produit des télévisions et des smartphones. Mais il se trouve que la boîte qui finance ça a été à court de cash. Donc la Faraday est très mal en point, même si elle a été présentée encore une fois au CES cette année. D'accord. Les capitaux étaient moins importants. Là, ils ont mis 200 millions de dollars ou 250 millions de dollars dans la Byton, avec une capacité à mettre 1 milliard. Donc tu penses que elle n'aura pas la même destinée que la Faraday ? Je ne sais pas dire. Visiblement, elle a plus de capitaux derrière elle. Il y a Tencent et Foxconn qui sont derrière en investissement. Il y a visiblement une capacité industrielle chinoise qui a l'air d'être alignée pour la mise en production. Donc c'est intéressant. Mais par contre, le véhicule lui-même est très intéressant. J'ai observé... Alors c'est rigolo parce qu'il a un écran sur le volant. Ah oui, il a un écran sur le volant et un autre qui fait 1m25. Mais je me dis, qui est monstrueux. Mais je me dis, un écran sur le volant, c'est pas un peu dangereux? J'espère qu'il est désactivé quand on conduit. Parce que malgré tout, même si c'est un véhicule autonome, la réglementation fait qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre le volant. La Byton n'est pas un véhicule autonome au sens classique du terme. Quand elle va être commercialisée en 2019, elle sera probablement un petit peu comme la Tesla aujourd'hui avec Autopilot, un véhicule qu'on appelle niveau 3. C'est un véhicule où on peut lâcher le volant sur l'autoroute, qui va être capable de doubler un camion, rester sur sa file, mais il ne va pas conduire à la place de l'Étoile, dans un premier temps. Après, place de l'Étoile, je crois que c'est pas gagné. Hein. C'est le challenge. Le gars qui arrive à résoudre l'algorithme de la place de l'Étoile en termes de voiture autonome, il est... Oui, il y a des gens qui commencent à y arriver. Hein. Et après, il y a le niveau 4 et niveau 5 qui le chemin vers l'autonomie complète. Alors, ce que Byton a annoncé, comme d'ailleurs la plupart des constructeurs, c'est que la première mouture va être niveau 3 et ils ont prévu des upgrades logiciels et éventuellement sur certains capteurs pour atteindre le niveau 4 puis le niveau 5. Mais là, ça sera 2022-2023. Donc, il faut savoir d'ailleurs, c'est le plan de tous les constructeurs. Oui, il n'y aura pas un véhicule niveau 5 qui va arriver d'un coup. Il se trouve qu'il y en a qui existent. Le Navia, par exemple, les 2 Navia qui étaient présentés à Las Vegas et qui étaient démontrés à Fremont Street au nord de la ville. Qui sont des petits bus autonomes. Il y en a un, c'est un bus, il y en a un autre, c'est un taxi. Donc, dans les 2 cas, ce sont des véhicules niveau 5. Il n'y a pas de conducteur dedans, il marche tout seul. Sauf que pour faire fonctionner un véhicule entièrement autonome aujourd'hui, on est obligé de le faire fonctionner sous contrainte. C'est-à-dire qu'il est dans un endroit où il n'y a pas trop de trafic, voire avec des voies réservées. Et puis il a toujours le même. Souvent, il fait un parcours assez stable. Donc, moi, j'ai à peu près compris comment finalement le véhicule autonome arriverait sur le marché. Il va arriver par étapes. Il ne va pas arriver comme ça brutalement avec une date miracle, le CES miracle 2022 où tout est autonome. Non, il va arriver étape par étape, là où on peut commencer à le faire tourner.
sous contrainte. Et petit à petit, les contraintes vont s'alléger. Et le périmètre de fonctionnement des véhicules autonomes va s'élargir, en fait, d'année en année. Alors après, il y a les grands constructeurs, hein, bon, les Nissan, les Ford, etc., qui étaient présents, entre autres, hein, il y en avait d'autres. Qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Alors justement, tu cites Nissan et Ford, ils sont intéressants. Nissan, ils ont présenté un truc qui est un peu space. Ils ont présenté une technologie qui s'appelle Brain to Vehicle. Ça consiste en fait à mettre un casque de captation... Faut connecter le cerveau au volant. Alors voilà, je précise. Hein. Ça consiste à mettre sur la tête du conducteur un casque de captation d'ondes d'électroencéphalogramme, d'ondes cérébrales. C'est classique, hein, ça existe chez Muse depuis 2009. Ouais. Ce genre de casque existe depuis longtemps. Alors les casques, ils sont de plusieurs types, mais le type qui est utilisé par Nissan, c'est un casque qui capte en fait la zone motrice du cerveau, qui en général est autour du milieu du cerveau comme ça, et ça permet de capter les intentions motrices du conducteur. Donc l'idée de Nissan, et c'est basé sur des travaux qui viennent de l'EPFL Lausanne en Suisse, ça consiste en fait à capter nos intentions sur je veux tourner le volant, je veux accélérer, je veux faire ci, je veux faire ça, avant même que les mains agissent, parce que le temps de passage de l'information du cerveau aux mains, c'est 200 millisecondes, je crois, tout compris. Donc on gagne quelques centièmes de millisecondes, quoi. Voilà. Alors l'idée, c'est de rendre le véhicule plus réactif. D'accord. Bon, je demande à voir, hein, quand même. Mais c'était quand même une démo sur le stand. Donc mais malgré tout, il faut piloter. C'est-à-dire que c'est pas simplement en pensant à la conduite que la voiture va se mouvoir toute seule. C'est simplement une anticipation d'un geste qu'on fera. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudra toujours qu'on c'est un peu un Neuralink de la voiture. Oui, c'est ça. Neuralink, le projet d'Elon Musk de connecter le cerveau à l'IA. Ben celle-là, c'est connecter le cerveau. Sans électrode d'ailleurs, c'est périphérique. Les mecs chez Nissan, ils y vont. Hein, Mais c'est des chercheurs, c'est des chercheurs qui bossaient en partenariat avec Nissan, et Nissan s'est dit tiens, ça a l'air sympa. Mais ça veut pas dire que ça sera un jour dans les véhicules. Là, on est sur du prototypage, sur des trucs. C'est de la recherche. La recherche. Ça méritera d'être testé. C'est clair. En grandeur réelle. Et Ford? Alors Ford, très marrant. Tu vas sur leur stand. Et il y a deux bagnoles qui se battent en duel, qui sont d'ailleurs présentées comme des véhicules de recherche. Donc c'est très bizarre comme poster marketing parce que la plupart des constructeurs qui sont au CES, en général, ils montrent une voiture en disant, voilà, elle est autonome ou semi-autonome, on va la vendre dans 2 ans. Mais là, Ford, ils disent, oh, c'est un truc de recherche, quoi. On ne sait pas trop, quoi. Donc, déjà, c'est pas très clair. Et tout le reste du stand, et d'ailleurs de leur keynote, est focalisé sur la Smart City. Et il est focalisé sur la manière dont Ford, en tant que constructeur, va être partenaire d'opérateurs de services dans la ville intelligente. Alors, ils ont annoncé un partenariat avec une boîte dont j'ai oublié le nom, mais qui fait de la livraison avec des véhicules autonomes, qui seraient des Ford. Ils ont fait des partenariats divers et variés pour, par exemple, mettre en place des systèmes de partage de véhicules dans la ville, évidemment basés sur leurs véhicules. Et en gros, leur idée... c'est finalement de devenir un constructeur dans le cloud. C'est-à-dire de faire en sorte de compléter leur métier de constructeur automobile avec une offre logicielle qui tourne dans le cloud et qui va gérer finalement le parc de voitures, tout l'écosystème Ford, avec des différents véhicules dans différents usages. Alors le problème étant que dans une ville, il n'y aura pas que du Ford et ça sera hétérogène. Voilà. C'est aussi ce que veut faire HERE, qui est l'ancienne filiale de Nokia, qui est devenue indépendante. Les cartographies. C'est l'ancien Navtech qui s'occupe de cartographie. Alors eux, ils ont un autre projet qui consiste à se dire, on va créer une cartographie ultra précise des villes. Bon, ça n'a pas l'air de la science-fiction. On va faire l'intérieur et l'extérieur des villes. Donc au sens l'intérieur des bâtiments et l'extérieur, et on va utiliser cette cartographie pour optimiser les systèmes de transport autonomes. Et en plus, ça servira à Hyperloop, parce qu'ils sont partenaires d'un des projets Hyperloop, qui était exposé d'ailleurs à l'extérieur de leur stand dehors, et on dit, tiens, c'est marrant, on voit un Hyperloop à côté de HERE. En fait, leur idée, c'est de faire le logiciel qui permettra de faire la réservation de son Hyperloop, et qui va t'occuper quand tu seras dans l'Hyperloop. Wow. Et c'est ce que HERE veut faire. Hyperloop, c'est aussi un projet passionnant. Voilà. C'est pas un projet, il y en a une vingtaine. Oui, il y en a une vingtaine, c'est clair. Côté voiture connectée, autonome, voilà ce qu'on pouvait dire. On peut dire plein de choses. Il y avait plein d'autres choses. Parce qu'il y a aussi la voiture connectée au sens non autonome. L'évolution du cockpit, la manière dont les écrans évoluent. Il y a même des boîtes françaises qui sont très actives là-dedans, comme Forestia, comme Valeo, qui travaillent sur l'habitacle finalement et son futur. Donc il y a à la fois du présent, du futur court terme et du futur plus long terme. Après, on va dire, grosse tendance, c'est la 5G qui est présente depuis pas mal de temps, un peu dans tous les salons. Au CES, évidemment, elle sera présente aussi au Mobile World Congress. Je sais que Orange, notamment, prévoit de faire une expérimentation 5G. Mais finalement, quand on creuse, on se rend compte que la 5G, ça n'existe pas encore. Alors, en fait, la 5G, c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que la 5G, c'est un vocable marketing qui devient du 3GPP et qui recouvre une ribambelle de standards et d'évolution technologique du monde des télécoms. Ouais, sous 5G, en fait, on dit un peu n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais ça couvre plusieurs sujets. Je vais en segmenter au moins 3. Le premier sujet, c'est d'augmenter le débit pour nos smartphones. Donc, c'est de faire du gigabit ou au-delà du gigabit
en vrai, parce qu'aujourd'hui, on est censé le faire, on en est On loin. n'y arrive pas, hein. Le Même en deuxième- 4, parce qu'on en est à 4,5G aujourd'hui, hein, de manière effective. En France, on n'est même pas en vrai 4G. Hein. Quand on regarde réellement les débits qu'on a, on en est à peine à 3,5G. Hein. C'est assez curieux d'ailleurs. Bon, tout alors- dépend où on est. Tout dépend où on est. Si ouais, on mais est- même si dans on- Paris, enfin, même dans un endroit où tu as de bonnes antennes et où il n'y a pas trop de monde, Ouais. tu obtiens à peu près le débit de la DSL en 4G. Hein. Tu n'obtiens pas des débits. Oh non, de je suis pas télé. d'accord. Non, non, non. Ah, non, t'arrives non. à aller au-delà, toi? Ah oui, oui, oui. Ah bon, Oui, ça oui, oui, dépend bien où, sûr. ouais. À Paris, ouais, des fois, il m'arrive d'avoir. Une fois, je suis monté à 150-200 mégas hein, quand même en 4G, hein, avec mon téléphone. Ah ouais, c'est rare, ça. Oui, c'est Franchement, rare. Je pense que j'étais tout seul. Mais ça, ça, ouais. ça arrive. Après, c'est vrai que. extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Bon, enfin, ça, c'est pas le sujet. Donc là. Donc, quatre- je reviens sur la 5G. Donc, premier point, c'est augmenter le débit. Ouais. Le deuxième point, c'est de couvrir ce qu'on fait aujourd'hui avec les réseaux Sigfox ou LoRa, la partie connectivité avec des objets connectés, mais basse consommation, longue distance. Et donc, la 5G ambitionne aussi de couvrir ça. Et puis, il y a un troisième usage qui est pas très connu d'ailleurs. C'est le troisième qui consiste à faire du temps réel pour ce qu'on appelle des applications critiques, comme dans la santé ou dans les transports. Et donc, Là, c'est là, de télécommande, en fait. C'est ça? C'est un peu de la télécommande. C'est le fait de pouvoir transmettre un volume d'information qui est ni faible comme dans les objets connectés, ni très élevé comme dans le mobile, qui est intermédiaire, mais par contre avec un temps de réaction très rapide. Voilà. On appelle ce qu'on appelle le temps de ping ou le Oui, temps oui, de oui. latence. C'est ça. Donc un temps de latence qui est, je Et crois, plus de il l'ordre est faible, de plus en fait millisecondes. on va avoir une réactivité qui nous permettra par exemple de piloter à distance des engins, Voilà. des choses comme ça. Donc typiquement, par exemple, si un véhicule qui suit un autre véhicule dépend de la communication entre les véhicules pour se coordonner, il faut que ce soit en temps réel. Il ne faut pas qu'il y ait une seconde de temps de latence. Donc voilà. Donc la 5G, ça recouvre plein de standards, plein de techniques différentes. Pour arriver à faire tout ça, il faut changer la modulation de fréquence, il faut changer les fréquences. Ils se mettent à utiliser ce qu'ils appellent les fréquences millimétriques, au-delà du 30 GHz. Mais pour que ça marche, il faut faire du mesh, c'est-à-dire qu'il faut relier plein d'antennes entre elles et faire en sorte qu'il y ait une connectivité beaucoup plus dense dans la ville ou hors des villes. Donc il faut changer plein de choses dans l'architecture logicielle, dans l'architecture matérielle, dans les radiofréquences utilisées. Et tout ça, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc ce qui va se passer, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas y avoir un jour magique en 2020 ou 2022 où il y aura la 5G. Il va y avoir une espèce de processus d'innovation continue chez les opérateurs télécoms et les équipementiers qui a déjà commencé aujourd'hui, D'accord. qui va continuer pendant au moins 10 ans et où on va voir petit à petit arriver en pièces détachées en général des composantes technologiques de la 5G qui vont améliorer les trois Et malgré éléments tout, qu'on évoquait. il va falloir que dans ton smartphone, tu aies une puce 5G au bout d'un moment. Alors, bah oui, mais Qualcomm, ils ont annoncé des puces dites 5G. Mais en fait, les puces 5G, elles s'appuient sur une partie seulement Du hardware qu'il faudra. nécessaire D'accord. pour la 5G, mais pas l'ensemble des technologies. Et il faut savoir par ailleurs que les standards de la 5G ne sont pas finalisés. En plus. Il y en a plusieurs. Il y a au moins une dizaine de standards différents. Et les principaux standards, notamment sur la partie radio et la partie radiofréquence, ils vont être standardisés, je crois, dans 1 an à peu près, dans le meilleur des cas. Donc tous les gens qui annoncent ça s'appuient sur un standard. Mais rappelle-toi, il y a près de 10 ans, le Wi-Fi N. Je sais pas si tu te rappelles ce truc-là. Oui, qui était Il y avait révolutionnaire à du l'époque. pré-N. Il y avait du pré-N, c'est-à-dire ouais, que les ouais. constructeurs, les Netgear et autres, ils disaient oui, C'était voilà, du draft, hein, c'est ça, ils appellent ça voilà, du draft. ils avaient je un crois. draft Wi-Fi N, ils vendaient des Ouais, routeurs ouais. même au CS il y a plus de 10 ans, mais c'était pas le standard Ouais. finalisé. Et petit après, à il y avait petit- une mise à jour firmware parce qu'il y avait déjà Alors, le voilà. hardware à l'intérieur. Enfin, ils misaient sur un hardware. Et alors ça, c'est possible, c'est rendu possible par une réalité technologique du monde des télécoms, qui est qu'on met de plus en plus de fonctions dans le logiciel. Il y a la partie radio, qui est D'accord. comment on module les fréquences, etc., ce qui peut être relativement stable dans le temps, pour peu que les fréquences soient bien allouées dans les pays. D'ailleurs, le problème de la 5G, c'est que les fréquences ne vont pas être les mêmes d'un pays à l'autre. En plus. Mais ça va être un bazar incroyable. Tout ce qui est bande millimétrique au-delà de 30 GHz, tu vas te retrouver avec tous les pays utilisant des bandes différentes. C'est pas juste Ouais. un bloc de pays A, un bloc de pays B, un bloc de pays C. Il n'y a pas 2 pays qui vont avoir les mêmes fréquences. Pourquoi ? Parce que les fréquences militaires, les fréquences réservées, etc., ne sont pas les mêmes. Ça va être un Donc enfer. ça va être compliqué, ce qui veut dire que les gens qui font des modems, qui est la partie Ouais. radio d'un téléphone ou d'un laptop, ils vont être obligés de s'adapter à cette réalité extrêmement diverse de la bande de fréquences. Allez, dernière petite tendance, enfin c'est plus qu'une tendance aujourd'hui, c'est une réalité. La France est omniprésente lors de ce CES, Ouais. hein, vraiment. Peut-être même un peu trop, mais on va pas rentrer dans le détail, Ouais. mais c'est vrai qu'elle était très très présente. C'est pas aussi une grosse tendance de ce CES finalement, le régionalisme, et de se dire que le CES devient une espèce de d'écrin de toute l'innovation des autres pays que des États-Unis, alors qu'au départ c'était l'innovation américaine. Bah, aussi. tout à fait. Je me rappelle quand la première fois que je suis allé au CES, donc en 2006, il y avait 18% de visiteurs internationaux. Cette année, environ 33%.
Donc, il y avait quasiment un doublement de la dingue. participation. Et donc, on retrouve ça dans les exposants. Et alors, cette année, il y avait certes, effectivement, une forte présence française, notamment dans la zone des startups, mais d'autres pays avaient 1000 paquets aussi. Les Hollandais, par exemple, ils avaient 60 startups dans leur zone. Les Israéliens étaient relativement stables. Ils en avaient 40 en tout, dont une quinzaine ou 16 sur leur stand. Il y avait des choses intéressantes, d'ailleurs. Avec des choses intéressantes. Il y avait des Ukrainiens, des Tchèques, des Italiens qui avaient une grande zone. Alors, le stand italien, c'est celui qui m'a le plus frappé au niveau du régionalisme. Parce qu'en France, moi, je me plains un peu du fait que chaque région a sa zone avec ses couleurs et son écosystème. C'est vrai qu'il y avait toutes les régions françaises quasiment représentées au CES. Elles étaient quasiment toutes représentées. Et c'est un peu perturbant parce que quand on visite le salon, on s'en fout des régions. Alors, les Italiens... Tu peux avoir un panneau Aquitaine, par exemple. Sauf qu'il y a Business peu, France qui gère les startups, on va dire nationales, sélectionnées au niveau national, puis après chaque région. Les Italiens, ils ont fait très fort. Ils avaient un stand national dans lequel le découpage était fait par région. Il y avait la Sardaigne, etc. Donc ils ont appliqué leur propre régionalisme dans leur propre pays. Alors qu'il y avait quand même un organisme chapeau qui les mettait tous au même endroit. Mais finalement, donc résultat, quand on visitait le stand italien, c'était sans queue ni tête. On ne comprenait pas la logique. Les vues des US, en plus, ça n'a pas de sens. Et même les Canadiens, c'est un pays de 25 millions d'habitants, c'est pas très gros. Eh ben, il y avait un pavillon dans la Smart City, Canada, et quand tu regardais de près, c'était l'Ontario. Ah oui. Et juste à côté, le Québec. Eh ben, même les Coréens, ils ont tout ce qui est national qui est à Séoul, et après ils ont la région dont j'oublie le nom, qui est une région Daegu, je crois. C'est une ville qui est au sud de la péninsule coréenne, qui a son propre technoparc, etc., et qui a son propre stand pour promouvoir ce qui n'est pas à Séoul. En fait, tous les pays font du régionalisme. Même les Américains. À côté de la France, il y avait le stand Arlington. Qu'est-ce qu'on a à faire de Arlington? C'est une ville paumée autour de Washington, là où il y a le cimetière. Là encore, les US, on peut imaginer que ils jouent à domicile. Il y a différents États qui ont quand même une certaine autonomie. À la limite, ça pourrait presque se comprendre. Mais l'Italie ou la France, c'est débile, quoi. Surtout vu des US, c'est un peu étonnant. Alors, par contre, il y a des bonnes pratiques. Il y a eu des bonnes pratiques cette année. Il faut souligner aussi ce qui est bien fait. Les bonnes pratiques, je les ai vues dans 2 domaines. Il y a le transport. Il y avait à l'extérieur, il y avait Valeo, Forestia, Arcamis, qui est spécialisé dans l'audio. Automobile. Équipementier. Et à côté de ça, il y avait un pavillon Business France avec 7 à 8 startups, plutôt franciliennes d'ailleurs, sur le monde des transports. Donc ça, c'est comment on agglomère les grands, les petits et les moyens, quoi. Ça, c'est une bonne pratique. Et deuxième bonne pratique émergente, c'est dans le Sands, là où il y a la maison connectée, il y avait quasiment au même endroit Somfy, qui est spécialisé dans les ouvertures, il y avait Legrand, il y avait Netatmo, et une boîte qui est spécialisée dans le chauffage qui s'appelle Groupe Muller. Ils étaient tous voisins les uns des autres. Et d'ailleurs, très souvent, ils sont en fait... ils ont des produits qui sont dans l'écosystème de l'autre. Ce qui fait qu'ils sont associés d'une manière ou d'une autre. Ils sont concurrents, mais malgré tout, il faut qu'ils travaillent même dans la main. Concurrents, ils sont plutôt partenaires. Ils ont toutes des logiques d'écosystème, surtout Legrand et Netatmo. Enfin, Somfy a une box domotique. C'est le rachat de MyFox, en fait, qui était un exposant il y a 2 ans au CES. Bon, ben voilà, écoutez, quelques-unes des tendances de ce CES 2018. Passionnant, hein, c'était un bon cru finalement. Il n'y a jamais de mauvais crus. Il n'y a jamais de mauvais crus. Ils sont tous bons, c'est vrai. Et si vous voulez rentrer dans les détails, je vous invite vraiment à aller sur le site d'Olivier Ezrati avec ce rapport qui est gratuit. Hein, toujours, libre diffusion. C'est une somme de travail impressionnante et on voit Olivier se balader. On se croise souvent dans les allées du salon. Avec ton appareil photo et tes notes. C'est mon bloc-notes. Bon, l'année prochaine, Olivier. Exactement. Merci en tout cas d'être venu dans De quoi je me mail. Ce De quoi je me mail est terminé. Merci d'avoir été là encore une fois. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là, bien sûr, vendredi prochain. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.